Merci Ludovic Slimak de faire la gentillesse et l'honneur de nous visiter à Bordeaux. Je sais que vous n'êtes jamais venu, vous m'avez dit, dans le centre de Bordeaux. Je découvre. Voilà, donc On m'a dit qu'il pleuvait tout le temps, c'est pas vrai. c'est faux, il ne pleut pas entre le mois de mai et le mois d'octobre. Alors, merci. Alors, je ne vais pas faire une longue présentation, parce que l'idée, c'est aussi de vous présenter vous-même à partir de certaines questions. Bon, vous êtes un des plus grands spécialistes de Néandertal, vous êtes chercheur au CNRS, et puis vous avez une activité importante de vulgarisation, ne serait-ce que les 2 livres qui sont projetés, qui sont des succès littéraires, hein, le Néandertal nu et le dernier Néandertalien. Je vous les conseille, vous pourrez les dédicacer à la fin de la rencontre. Ce sont des ouvrages qui sont aussi intéressants parce que finalement vous mettez beaucoup de vous-même, j'ai trouvé. Vous parlez de votre réflexion, vos doutes. Vous parlez aussi beaucoup des relations entre les sciences fondamentales et puis les sciences humaines, puisque c'est à la base du travail de paléontologue. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui met à la portée de tout le monde. L'état de vos recherches ne sont pas des ouvrages de recherche pure. Alors j'ai une première question, sachant qu'on est la plupart d'entre nous ici, j'imagine, des profanes de la préhistoire. Quand on vous présente, on voit souvent, on vous présente comme préhistorien, anthropologue, paléontologue, archéologue. Alors, est-ce que vous êtes tous à la fois? Est-ce que selon vos recherches, vous êtes de manière successive ces professions? Alors, je ne sais pas ce que je suis. J'ai toujours du mal avec les questions de catalogage. Alors, en tout cas, je ne suis pas paléontologue, je ne suis pas anthropologue. Donc là, je me définis par la négative, vous avez vu, c'est facile. Et après, à me mettre dans une boîte, je n'ai jamais vraiment réussi. J'utilise l'archéologie, mais je ne me considère pas comme un archéologue, même si je fais beaucoup d'archéologie. J'utilise la pensée, mais je n'utilise pas vraiment la philosophie, parce que la philosophie est un cadre qui est trop restreint, et je pense que la pensée mérite d'être plus libre que ça, même si la philosophie est quelque chose d'important, et c'est une discipline en soi. Donc peut-être penseur, peut-être archéologue, mais en tant qu'outil, peut-être un peu photographe, voyageur, écrivain, sonneur de cornemuse. J'ai été aussi forestier, horticulteur. Et voilà, voyageur certainement, passionné des gens. Les gens me fascinent, les sociétés me fascinent. Présentes et passées, et les enfants me fascinent parce que les enfants ont la liberté du regard qu'on n'a plus quand on est adulte, et les enfants sont fascinants. Et donc je suis quoi? Je sais pas. Voilà, un peu tout ça. Oui. Ce qu'on représente quand même comme paléoanthropologue, et vous ne vous définissez pas comme quelqu'un qui va étudier les pratiques culturelles justement à partir de vos découvertes? Alors l'anthropologie a une ambiguïté. C'est-à-dire que dans le terme même, il y a l'anthropologie physique, l'analyse des ossements, et puis il y a l'anthropologie culturelle, qui est l'ethnographie, l'ethnologie. Et je suis ni l'un ni l'autre. Je suis absolument pas anthropologue physique, mais je suis certainement en grande partie anthropologue culturel, et je m'intéresse aux structures des sociétés. Mais je vais pas simplement m'intéresser, comme le ferait quelqu'un qui va faire de l'anthropologie culturelle, va par exemple s'intéresser aux structures élémentaires de la parenté, ou aux éléments sur lesquels les sociétés vont se construire et vont s'organiser, donc vont se ramifier. Et donc tous ces éléments-là de l'ethnographie, pour moi, sont des outils. C'est pas nécessairement l'outil que je vais utiliser. Donc même le terme anthropologie culturelle, c'est comme penseur et philosophe. Je peux m'inscrire dans de la pensée, mais je ne peux pas m'inscrire dans la philosophie. Et je ne peux pas m'inscrire dans l'anthropologie culturelle si on l'entend dans le terme étroit tel que le ferait un ethnographe ou un ethnologue. Ça sera plutôt un regard avec un regard comme sur un paysage. Je l'explique dans mes livres, où on regarde un paysage de loin, et plus on regarde de loin, et plus on a l'impression d'avoir une vision d'ensemble. Et c'est vrai que quand on regarde l'humanité sur des dizaines de millénaires ou des centaines de millénaires, on a l'impression de commencer, et quand on est vraiment dedans, quand on s'est nourri de toute la bibliographie, comme moi j'ai fait 30 ans de recherche en grotte, aussi beaucoup de terrain, on a l'impression de commencer à arriver à toucher quelque chose. J'allais dire que c'est le moment où on est où c'est le plus dangereux. C'est comme quand vous venez de passer le permis de conduire.
Et au début, vous avez peur, vous allez tout doux, et puis c'est au bout d'un mois ou deux, vous commencez à être sûr de vous, et c'est là que ça va pas aller, quoi. Et c'est la même chose pour l'humain. Quand on essaie de comprendre l'humain et qu'on fait que ça, je fais que ça, essayer de comprendre l'humain et les humanités. Le moment où on se dit ça y est, je comprends, c'est le moment où on est foutu, je crois. Et donc, je crois que vous avez parlé du poids du doute dans mes ouvrages, et c'est quelque chose pour moi de fondamental, et aussi dans la structure de la pensée. Je suis quelqu'un qui travaille donc sur les humanités, qui essaie de nous interroger, et je m'aperçois que dans nos disciplines, les sciences de la pensée et les sciences humaines ont été délaissées avec pudeur au profit de ce qu'on considère comme des sciences dures, le biomoléculaire, la génétique, les datations, les isotopes, et certainement parce que l'humain est quelque chose... C'est la partie facile, tout ça c'est des outils. Et je pense qu'on a abandonné l'humain à tous ces outils parce que l'humain, quelque part, est quelque chose d'indéfinissable, d'intouchable, de tellement immense qu'on s'est dit il faut qu'on retourne dans le giron de la science, et on a voulu le contraindre dans des cadres extrêmement étroits qui sont les cadres des sciences dites dures, qui se plantent autant que les sciences dites humaines. Et le problème, j'allais dire, de l'humain là-dedans, c'est qu'il n'y a pas il faudrait inventer l'humanologie. Et l'humanologie, elle n'existe pas. C'est-à-dire que quand on veut comprendre l'homme, quand on veut interroger l'homme, on fait de la sociologie, de l'ethnographie, de l'éthologie, de la génétique, tout ce que vous voulez. Et en fait, l'homme n'est aucun de ces petits bouts-là. Il n'en est même pas la somme. Et on n'est pas équipé pour interroger l'homme. Et donc, maintenant on chavire sur Néandertal, donc là c'est l'homme, je parle de nous, de Sapiens. Et maintenant on veut interroger une humanité qui n'est pas nous. On tombe dans un champ qui est tellement vaste et qui ne peut qu'effrayer. C'est-à-dire que c'est une humanité éteinte. Déjà, on a du mal à se définir, nous. Donc, on nous a abandonnés globalement à la philosophie. C'est-à-dire, la science, celui qui pense l'homme, c'est le philosophe. Le problème, c'est que quand on était dans l'Antiquité, les scientifiques et les philosophes, c'était la même personne. Et aujourd'hui, le scientifique et le philosophe sont deux personnes différentes. Et celui qui va philosopher sur l'homme va philosopher sur un homme imaginaire, mais pas sur l'homme réel. L'homme réel, tel que les sciences pourraient l'appréhender, n'est pas appréhendé par les sciences et abandonné à la philosophie. Et la philosophie s'intéresse à un homme imaginaire. Donc on est dans quelque chose qui nous dépasse profondément, puissamment. Et quand maintenant on va se dire, mais alors il y a eu dans le passé des humanités qui n'étaient pas nous, le grand danger, c'est de nous projeter et donc de se dire que forcément elles étaient comme nous, puisque c'est des humains. Et c'est là que tout chavire, et je pense que c'est là où, même dans le milieu scientifique, on a péché depuis quelques dizaines d'années, et il y a eu, ça fait 150 ans, plus de 150 ans qu'on traite de Néandertal, et dans les premières années, effectivement, on a eu l'image d'un homme primitif, archaïque, et on a eu... C'est l'image de l'homme des cavernes qui traîne sa femelle par les cheveux avec son gourdin, c'est le néandertalien, à coup sûr. Et on a eu un processus de réhabilitation dans lequel on est rentré, on va dire depuis 30 ou 40 ans. En vérité, ça fait plus longtemps que ça. Je pense que ça fait 100 ans qu'on réhabilite au moins Néandertal. On a des images, je donne dans mon livre, de Néandertal dans le métro. C'est une image qui date de 1930. Ça fait 100 ans qu'on réhabilite Néandertal. Et le grand problème là-dedans, c'est que la question n'est pas de savoir si Néandertal est un être inférieur ou s'il est nous. Les deux questions sont des mauvaises questions. Et la grande question en science, c'est de trouver la bonne question. Et tant qu'on est dans la projection, sans qu'on en fait une créature animale ou qu'on en fait un autre nous-mêmes, dans les deux cas, on ne fait que le comparer à nous-mêmes et le mettre en balance. Et donc, on ne le prend pas en ses propres termes. Et on n'est toujours pas en capacité ni de déterminer ce que lui, il fut, ni de déterminer ce que nous-mêmes, nous sommes au monde. Et donc, ma démarche, c'est tout ça. Voilà. Alors, j'ai une question
très anecdotique. Hein. Après, on rentrera vraiment dans le vif du sujet. Mais je me rappelle avoir lu un article qui parlait de François Borde, donc bordelais, illustre préhistorien, qui indiquait que il trouvé sa vocation, alors c'est un peu un cliché, mais en lisant la guerre du feu. Alors vous, est-ce que votre vocation elle vient de votre enfance ou c'est après en poursuivant des études? C'est intéressant parce que la guerre du feu, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué cette génération-là. C'était la même chose pour le grand préhistorien de la vallée du Rhône, de l'Ardèche, Jean Combier. Il avait été puissamment marqué par la guerre du feu, et c'est de par la guerre du feu qu'il avait voulu se tourner vers la préhistoire. C'est-à-dire par le fantasme, dans les deux cas. Par un roman et par du mythe, et on est dans une construction mythologique. Et de mon côté, j'ai un parcours qui est très, très, très sinueux. J'aurais jamais dû devenir ni archéologue ni préhistorien, mais je l'ai toujours désiré. Je l'ai toujours désiré et je me suis toujours enfui de ce désir-là, parce que à l'école, ça allait très bien, mais je faisais absolument rien. Et je faisais rien parce que je ne me sentais pas bien dans le système scolaire, je me sentais enfermé. Et quand on me demandait, d'abord, mon père, très très tôt, m'a demandé ce que je voulais faire. J'ai dit, moi, je voudrais creuser la terre pour trouver des choses anciennes. Je devais avoir 4 ans. Et la suite de la phrase était plus triste. Les enfants, c'est intéressant. La suite de la phrase était, je me souviens, dans la 4 Elbrec, mon père aussi était forestier, dans la 4 Elbrec à l'arrière, il me demande ça, la voiture de fonction ONF, Office national des forêts. Et la suite de la phrase était, mais ça ne peut pas exister parce que ça ne rapporte pas d'argent. Alors quand un gamin de 4 ans vous dit ça, il y a un problème en fait. Il y a un problème, il ne faut pas dire ça, tout est possible. Et donc, il m'a dit immédiatement, il a rattrapé le coup, et il a dit, si, ça existe, et ça s'appelle archéologue. Alors déjà, le mot était magique, indicible, et là, je me suis beaucoup concentré, et ce mot-là, je l'ai inscrit en moi en disant, je veux être archéologue. Et puis après, j'ai vu que l'école ne convenait pas à ce que j'étais, ne convenait pas parce que j'étais un buissonneux. J'avais besoin d'école buissonnière, j'ai beaucoup fait l'école buissonnière. Quand arrivé à la fin de la 3e, on a 14 ans, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Moi, le grand truc, c'était que je voulais vivre dehors, quoi. Et on m'a dit, non, mais si tu veux être archéologue, faut faire énormément d'études, aller à la faculté pendant très longtemps. Et j'ai dit, ok, ça, c'est pas fait pour moi. Et donc, je voulais être cantonnier, creuser dehors la terre, et un truc comme ça. Mais le problème, c'est que j'avais de trop bons résultats pour partir dans des filières parallèles. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai pas voulu faire le bac parce que l'idée du lycée m'était insupportable. Et je suis parti dans une formation forestière. Il y avait un lycée agricole de Vic en Bigorre. Et là, on dit il y avait des formations forestières. J'ai dit, bien sûr, je vais aller là. Donc, j'ai fait 3 ans de formation forestière. À la fin, c'était très décevant parce que finalement, tous les gens qui étaient là dans cette formation forestière étaient là parce qu'ils aimaient la nature. Et la formation forestière, ça s'appelait production forestière. C'était une des 4 seules écoles de France. Et on était là pour couper du bois, faire des cubages et faire du chiffre. Et on était tous très déçus. Donc les arbres, ça n'avait pas marché. J'ai eu mon bac forestier. Dire qu'est-ce que je vais faire maintenant, toujours pas question de faire des études pour moi, mais il n'y avait pas vraiment de boulot, puis j'avais pas envie de couper des arbres. Et donc je suis parti dans les fleurs. Et beaucoup d'entre nous sont partis dans les fleurs. C'était les arbres et les fleurs. Et là, c'était pire. Je suis parti sur Hyères-les-Palmiers. Et en fait, les fleurs, ça s'appelait technique et gestion d'entreprise horticole. C'était de la technique et gestion d'entreprise. Donc au bout de 6 mois, ce qu'on faisait, c'était plus faire pousser des fleurs, bien sûr. On faisait pousser autre chose. Et là, je me suis dit, tant qu'à... Je voyais bien que j'étais finalement en train de faire des études et pas rentrer directement dans la vie professionnelle. J'ai dit, puisque je dois faire des études, je vais me tourner vers ma passion et je vais me tourner vers l'archéologie. Et là, à cette époque-là, en fait, ça faisait déjà des années que je passais tout mon temps libre et toutes mes vacances en bénévolat, depuis l'âge de 12 ans, en bénévolat dans des clubs d'archéo. Et dans des fouilles de sauvetage, ce qu'on appelait les fouilles de sauvetage à l'époque sur la commune de Martigues. Et donc je touchais à toutes les périodes et depuis très longtemps. Et le moment, j'ai dit je vais partir à la fac, mais la fac ils me voulaient plus de moi parce que j'avais fait une formation professionnelle de forestier. Et la fac c'était compliqué. Et donc globalement toutes les facs m'ont dit non, toutes les facs qui faisaient de l'archéo, sauf 4 facs. Il y avait Pau, Dijon, Rennes, un truc comme ça.
Et donc, je me suis retrouvé à Pau et j'ai fait quand même un long courrier au rectorat, à la direction Aix-Marseille, puisque j'avais ma famille qui était là-bas en disant mais je dois partir à l'autre bout de la France pour faire la même formation. J'ai fait un courrier de 5 pages et 3 mois après la rentrée, et le temps qu'ils lisent les courriers, il a dit vous êtes pris à Aix-Marseille. Et donc là, je suis reparti sur Aix-Marseille à partir du moment où j'ai été dans ce qui me plaisait en réalité, mais ce que je faisais depuis des années, l'archéologie de terrain. J'ai été premier de promo et ça s'est passé tout seul, quoi. Et là, d'un coup, j'ai été dans ma passion et le chemin est devenu plus droit, mais avec un regard, certainement, le regard du buissonneux, c'est-à-dire de cette personne qui avait besoin de liberté, d'être en dehors des institutions, qui comprenait pas qu'on puisse être enfermé toute la journée et qui avait un besoin d'un regard de liberté. Et la manière dont j'ai abordé Néandertal était d'abord par le terrain, parce que avant d'arriver à la fac, ça faisait 10 ans que je faisais du terrain sur Néandertal et que j'étais complètement imbibé de ça. Et puis j'étais déjà tailleur expérimentateur de silex et il y avait des choses qui m'étaient évidentes, qui étaient instinctives, évidentes sur ces sociétés, sur leurs organisations, sur des éléments et qui n'étaient pas évidents pour mes compagnons, collègues, étudiants quand j'étais à la fac et qui voyaient le monde de manière très classique et qui découvraient Néandertal dans les livres finalement, dans l'enseignement des professeurs qui n'étaient pas spécialistes de Néandertal et je voyais déjà une distance qui était en train de se créer entre les jeunes de ma génération et ceux même qui étaient professeurs, qui nous enseignaient des choses et qui pour moi correspondaient pas à ce qui ressortait de ce que je voyais en grotte, ce que je voyais des artisanats de silex et du contact rapproché presque naturel que j'avais eu de ces populations. Et je ne dis pas que je les comprenais, bien sûr, personne ne les comprend, mais j'avais eu ce contact très direct et très jeune. Et donc après, je me suis retrouvé à la fac. Une fois que j'étais à la fac, c'était très simple. J'ai eu de très très bons résultats parce que même si ce que je disais était déjà un petit peu diagonal, par rapport à ce qui pouvait se dire sur ces populations, je crois que je l'exprimais bien et que mes professeurs voyaient qu'il y avait un potentiel. Mais très rapidement, dans les premiers articles que j'ai écrits scientifiques sur ces populations-là, on est dans les années 98-99, donc ça fait déjà des années que je travaille là-dessus, et dans mes tout premiers articles, je pose des éléments où je dis, mais attention, ça colle pas. Par exemple, je mets en évidence que Néandertal produit des tout petits silex qu'on appelle des lamelles. Quand je publie ça, on est en 99. Moi, j'ai trouvé ça dans ma maîtrise. J'ai 24 ans quand je trouve ça. Et pour mes collègues, c'est impossible. Je me souviens d'avoir sorti les silex, d'avoir montré ça à des gens qui étaient de très très bons tailleurs expérimentateurs, des gens qui connaissaient très bien Néandertal. J'ai dit, mais regarde, il fait des lamelles. Il me dit non, c'est impossible. Puis alors, on dit amène les silex la semaine prochaine. La semaine d'après, j'amène les silex, je les étale sur la table et on regarde ça ensemble. Il dit ah ouais, bon, t'as raison, mais c'est impossible quand même. Et ça, c'était le début de ma carrière autour de Néandertal. Et aujourd'hui, il a fallu, c'est rigolo parce que j'ai publié ça en 99, puis j'ai tourné la page, j'ai continué mon chemin, mais il a fallu derrière presque 15 ans ou 15-20 ans pour que les gens se disent « Ah ben moi, j'ai des lamelles et maintenant tout le monde a des lamelles et c'est normal. » Mais il a fallu 20 ans et puis en 99, quand j'écrivais ça, c'était un délire de jeunesse, quoi. Et je pense que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que s'intéresser à Néandertal, c'est s'intéresser à un regard sur le monde et pour arriver vraiment c'est quelque chose d'impossible, en fait. Et pour essayer de le faire, il faut arriver à se déconstruire et à se dire mais je m'en fous de ce que je pense. Il faut que je vois là, les silex, les grottes, elles me disent quoi et comment est-ce que je peux le lire. Et pas le lire moi en tant que Ludovic Slimak avec mes visions du monde, mais en essayant d'enlever tous les possibles, l'inconnu, l'improbable et de tout explorer et d'explorer l'impossible aussi. Et ça a toujours été ma démarche, mais parce que je pense que biologiquement, en moi,
Il n'y avait pas de possibilité pour m'inscrire dans des cadres étroits, rigides, avec des angles droits. Et ce besoin de liberté que j'avais eu depuis tout petit, j'avais toujours aussi ce besoin de lire les choses, non pas par volonté de confrontation, mais de nécessité de liberté qu'il y avait en moi. Et je pense que c'est ça. Si j'ai peut-être que j'ai rien apporté à Néandertal, peu importe, mais si j'ai apporté quelque chose, c'est un regard très libre et affranchi de cette histoire sur Néandertal de réhabilitation ou d'infériorisation. Je suis en dehors de ça. Ça m'intéresse pas et j'essaie de regarder Néandertal et de mettre les mots sur ce que j'en comprends. Alors justement, on va aborder là vos recherches. Vos travaux ont un peu déconstruit quand même l'idée de la chronologie communément admise. On va y revenir sur le peuplement sapiens et Néandertal. Je vous propose qu'on parle de grottes. Alors on vous parle toujours de grottes, j'imagine, mais c'est le cœur de votre travail. Alors vous êtes allé en Russie, vous avez été dans de nombreuses grottes en France, et je propose qu'on s'attarde sur la grotte de Mandrin. Alors j'ai mis une petite photo, voilà, elle vient de vous, je l'ai prise sur des travaux de recherche. La grotte de Mandrin, donc c'est dans la Drôme, c'est dans le couloir rhodanien, c'est pas très loin de Montélimar. C'est au sud de Montélimar. Voilà, dans une petite ville qui s'appelle Malataverne. Vous y passez une partie de votre vie. Et là, j'ai mis cette photo parce que c'est de ce qu'on appelle l'industrie lithique. Communément, on dit c'est du silex. Oui, c'est des silex. Voilà. J'ai mis ça parce que je me suis dit, finalement, on a l'impression que vous allez découvrir souvent des restes humains, mais en fait, la plupart du temps, vous trouvez surtout de la production, voire des animaux. Et donc, voilà, comment vous êtes arrivé à fouiller dans cette grotte. Et puis, c'est important aussi de dire, quand on vous lit, on voit bien cette importance pas charnel, mais sensitif d'aller fouiller. Vous dites, on ne recherche pas dans un bureau, finalement, si on ne passe pas quelques mois en grotte, on n'arrive pas à comprendre justement Néandertal. Donc il y a tous les sens, il y a l'odeur qui est importante, vous le décrivez bien. Donc comment vous arrivez à Mandrin, en fait, et qu'est-ce que vous découvrez alors? Est-ce que déjà ça a été fouillé avant vous? Alors, les recherches à la grotte Mandrin, dans la vallée du Rhône, commencent en 1990 par un sondage d'un mètre carré. Enfin, de 90 à 93, c'est donc quand on a un endroit qu'on ne connaît pas, on fait ce qu'on dit un sondage, c'est-à-dire un trou d'un mètre carré. Et dans ce trou d'un mètre carré, qui s'est étalé sur 3 années, étaient sortis des silex, qui étaient des belles choses, mais sur une toute petite surface. Et les premières années, ils avaient ouvert une toute petite surface, et là, les services de l'archéologie avaient demandé à la personne qui fouillait ça, qui s'appelle Yves Giraud, qui lui voulait faire une thèse de doctorat sur l'origine des silex chez Néandertal. Et les services de l'archéologie disent, bon, si vous voulez continuer la fouille, il faut vous rapprocher d'un institut de recherche et monter une équipe. Et il était venu au laboratoire à Aix-en-Provence, où j'étais étudiant. Moi, je venais de finir ma maîtrise sur Néandertal. Donc c'est le Master 1 aujourd'hui. Et donc en 98, j'intègre cette équipe et on avec une autre personne qui s'appelle Pascal Ivora, et on commence vraiment à 3 personnes des recherches de plus grande ampleur sur c'est une petite bulle dans le rocher de rien du tout, d'une 12aine de mètres de large, 8 mètres de profondeur, et avec une espèce de pente vers l'extérieur, et où je pense personne n'aurait rien misé là-dessus, parce qu'on est juste à côté des gorges de l'Ardèche, où il y a d'immenses falaises, c'est un canyon éblouissant, et tous les grands pionniers du 19e, 20e siècle étaient allés voir ce grand canyon, étaient allés ouvrir à la pioche, et puis après ça s'est arrêté avec le 19e essentiellement. Et les petits trous comme ça, ils n'étaient pas allés voir. Et il se trouve que dans ce petit trou, là, vous voyez des objets triangulaires, ce qu'on appelle des pointes de silex, là, sur l'intérieur de la grotte, sur ce niveau-là. C'est d'un niveau qui a 54 000 ans. On en a trouvé, aujourd'hui, on en est à 1500 de ces petites pièces-là. Le site le plus riche d'Ardèche, il y en a une trentaine. Et là, c'est juste une petite surface. Le site est évalué aujourd'hui à 1000 à 1500 mètres carrés. C'est-à-dire que de ces pointes-là, il doit y en avoir des dizaines de milliers. Et quand on arrive dans ces couches archéologiques où il y a ça,
C'est des lits de pointes, de toutes petites pointes, ce que j'appelais des micro-pointes et des nano-pointes. Si vous prenez une pièce de 1 centime d'euro, votre petit objet triangulaire qu'ils ont recherché, elle est plus petite que la pièce d'1 centime. Et elle est parfaitement triangulaire, parfaitement standardisée, normalisée. Et ça, aujourd'hui, on sait que c'est Homo sapiens. C'est daté à 54 000 ans, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est pas tant sa chronologie que le fait que ces installations-là, que ces productions-là, qui sont produites en série, normalisées, standardisées, sont en sandwich entre des installations néandertaliennes. Donc en dessous, on a toute une série de niveaux néandertaliens, et au-dessus, on a 5 niveaux néandertaliens, ou 4. On en a 5. Oui. Donc c'est très intéressant parce que ces passages en sandwich comme ça entre populations, si c'est en sandwich, ça veut dire qu'en fait à un moment donné il y a Néandertal dans le temps, et puis il y a des sapiens qui viennent sur ce territoire, qui s'installent un temps, et puis les Néandertaliens reviennent. Et ça c'est un schéma qu'on n'avait pas vraiment documenté. Il y a peut-être un site du côté de la Crimée qui est comme ça, mais c'est pas sûr. On n'a pas vraiment documenté ce genre de schéma-là. Généralement, quand on a des territoires néandertaliens, où Néandertal est là depuis des centaines de millénaires, quand arrive Sapiens, c'est la fin de la partie pour Néandertal. Et on ne voit pas de cohabitation, on ne voit pas véritablement ni d'échange direct entre ces populations, mais on voit l'un puis l'autre. Et disons qu'entre l'un et l'autre, au milieu, il y a des silex, qu'on appelle des industries de transition. Mais c'est pas un truc qui est un mélange de Néandertal et Sapiens. Où, on ne sait pas trop ce que c'est. On ne sait pas si c'est Néandertal qui fait... on a une sorte d'émergence de la modernité dans les technologies, d'émergence de l'art, d'émergence des parures. Ça se situe généralement vers 45-50 000 ans. Là, on a des choses un peu plus vieilles. Mais généralement, on dit ce moment où on voit émerger une nouvelle manière d'être au monde, c'est l'arrivée de Sapiens. Mais l'arrivée de Sapiens, mais c'est Néandertal qui fait ça. Et donc on dit c'est Néandertal au contact de Sapiens. Sapiens apporte la lumière et Sapiens meurt dans un bouquet final. Il invente la modernité, ou il invente de manière indépendante. Il invente lui aussi la même manière d'être au monde que celle de Sapiens, et puis il disparaît. Et on ne sait pas pourquoi. Et donc ça, c'est une des grandes énigmes de l'histoire de l'humanité. C'est pareil, c'est quelque chose, je pense, qu'on ne sait pas vraiment verbaliser, qu'on ne sait pas vraiment étudier et qui a été prisonnier de tous nos schémas. C'est-à-dire autant, il faut lire les livres dans cet ordre-là. Il faut lire d'abord Néandertal nu, où je déconstruis Néandertal, mais je déconstruis aussi déjà, je commence à déconstruire Sapiens. Puis après, donc j'explique que une fois qu'on a posé des mots sur ce qu'est Néandertal, on peut commencer à poser des mots sur ce qu'est Sapiens, c'est-à-dire que c'est pas très sympa ce que j'ai fait parce que c'est vrai que pour bien comprendre quelque chose, on doit le comparer à autre chose. Et le problème, c'est que Sapiens, il est tout seul sur Terre et que quand on le compare au grand singe. Et quand on compare au grand singe, au chimpanzé, au babouin, au gorille, quand on fait ça, on dit regardez quelle créativité a Sapiens. Le problème, c'est qu'on compare avec des créatures qui sont séparées de nous par 7 à 10, 12 millions d'années d'évolution différentes. Et donc, quand on fait ça, on compare pas. Ça, la comparaison n'est pas raison. Là, ça colle pas du tout. Et donc, on n'a rien pour comparer. Et quand je redéfinis la nature, ou j'essaie de définir la nature de Néandertal, je crée... c'est ce que je fais dans Néandertal nu. Je crée une sorte de miroir formidable qui permet de nous mettre en comparaison et nous comparer et essayer de mettre des mots sur ce que nous sommes au monde. C'est un équilibre instable, c'est très difficile à faire, mais je crois que si on ne s'essaye pas à ça, et si on ne fait pas ça, on refuse la raison d'être même des sciences humaines. Et notre capacité à penser le monde en disant non, on va faire de la génétique et de la vraie science et là on pourra penser le monde. Sauf que vous avez compris que ce qu'on disait au départ, Sapiens n'est pas ses gènes. Sapiens, c'est pas la couleur de sa peau, ni la couleur de ses yeux, ni la texture de ses cheveux. Et tant que on restera dans le domaine étroit des sciences dures qui sont pas à proprement parler des sciences, c'est des outils scientifiques, des outils pour comprendre notre monde.
Et tant qu'on confondra la technique et la science, c'est vraiment la pensée, c'est ce qu'on va faire de toutes ces techniques-là. Ces techniques-là sont les outils qui nous permettent d'interroger le monde. C'est-à-dire que on n'est pas là pour dire Sapiens, c'est tant de proportions de telle protéine et de tel gène et de tel mélange avec telle autre population. Ça, on n'en a rien à faire. Si on dit Sapiens, c'est sa génétique, on ouvre la boîte de Pandore, on retourne à 1940. C'est-à-dire qu'on dit on se détermine par nos corps et on est différent par nos corps, etc. D'abord, c'est faux et ensuite, c'est dangereux. Et je vais vous donner un exemple. Il faut distinguer le corps et l'esprit chez Sapiens. C'est un grand problème pour les généticiens parce qu'ils n'ont pas accès à l'esprit. Et donc, pourquoi on doit faire ça? Si vous allez en Bretagne, moi j'adore la Bretagne, j'ai mes grands-parents qui sont enterrés en Bretagne, du côté de mon père. Les grands champions de ces dernières années de Biniou-Bombarde, ils font des championnats. Ces deux frères, ils les appellent gentiment les sonneurs Yendou. Les sonneurs Yendou, ça veut dire les sonneurs noirs. Ils sont d'origine africaine, ils sont noirs, africains. C'est des champions de cornemuse, des cornemuses bretonnes. C'est les plus parfaits bretons au monde. Les sonneurs Yendou, leur réalité, elle n'est pas génétique. La réalité de Sapiens, c'est jamais génétique et on s'en fout. On s'en fout de savoir si on a les yeux bleus ou la peau violette. Ce qu'on veut savoir, c'est ce qui se passe dans la tête et quelles sont nos structures de pensée et quelles sont nos cultures. Et donc, si on fait de la génétique, les sonneurs Yendou ne peuvent pas être bretons. Sauf que c'est l'archétype parfait du breton. Et donc, là, je vous donne un exemple qui vous permet de verbaliser, de conscientiser que chez Sapiens, il y a l'esprit et le corps. Et qu'à la limite, le corps, on s'en fout. Et ce qui va nous intéresser, tant pour l'individu que pour les sociétés, c'est ce qui se passe dans la tête. Et ces disciplines-là, elles ne marchent pas en statistique. Elles ne marchent pas en équation. Elles ne sont pas rigides. Elles n'ont pas des angles droits. Sapiens, c'est un truc super compliqué, c'est compliqué l'ADN, hein, mais c'est ridicule. On peut le résumer en mathématiques. Vous n'allez pas résumer l'humain en mathématiques. Et donc, vous rentrez dans la très très grande complexité. Et cette complexité-là fait que quand on rajoute encore un cran et qu'on se dit il n'y a pas un humain mais des humanités dans le passé, on est confronté à quelque chose d'immense, quelque chose aussi d'impalpable et de très difficilement verbalisable. Et c'est ce que j'ai essayé de mes deux livres, ces deux livres-là, Néandertal nu, le dernier néandertalien, c'est des SOS, c'est dire attention, on est en train d'abandonner, nous avons abandonné les sciences humaines au profit des sciences dures, qui sont des outils formidables, mais qui sont des outils. Et derrière, on doit injecter la pensée. Et si on ne le fait pas, eh ben on accepte de ne plus étudier et de ne plus être en capacité de comprendre ce qu'est l'homme. Je vous propose qu'on évoque des recherches que vous avez faites de manière plus précise, notamment par rapport à la datation. Alors avant, j'ai une petite pause pour qu'on ait tous le même niveau d'information. Alors désolé, hein, si vous êtes des grands spécialistes de la préhistoire, mais pour comprendre bien ce qu'on va dire, il y a quand même des petites choses à avoir bien en tête déjà sur ce que c'est l'humanité dans le paléolithique supérieur. J'ai toujours rêvé d'être prof, donc j'en profite. Ça, pour moi, c'est mon petit moment d'enseignant. Bon, c'est peut-être un peu caricatural pour vous, cette chronologie, hein, mais juste que c'est important de voir, justement, c'est ce qu'on va voir dans la grotte, hein, c'est qu'on voit que entre moins 250 000 et jusqu'à la disparition de l'homme de Néandertal, en fait, on a plusieurs humanités. C'est quelque chose qu'on ne voit plus aujourd'hui, puisqu'il n'y a qu'une espèce humaine. Mais à l'époque, on verra après sur plutôt la carte, là c'est sur l'ensemble de la Terre, mais on a une coexistence de plusieurs types d'hommes. Ça, c'est important de l'avoir en tête par rapport à vos recherches. Alors, j'ai trouvé cette carte, c'est un peu pour de la provocation pour vous.
Vous allez voir les dates. C'est important aussi de voir la carte du monde, parce qu'on voit que c'est des histoires de migration aussi. Hein, que Homo sapiens n'est pas né en Europe, mais bien son berceau, c'est l'Afrique, donc il va migrer, alors que l'homme néandertal naît, entre guillemets, en Europe, ou en tout cas dans le grand bassin européen et du Proche-Orient. Alors, je dis c'est de la provocation parce que justement vos recherches aboutissent au fait que il y a des premières traces de Sapiens environ vers moins 54 000 ans. Et on voit que en fait, beaucoup de cartes encore à l'école gardent plutôt les dates initiales. Mais c'est normal. Donc là, on voit une migration vers 45 000. Effectivement, on peut la mettre, les premières migrations, au moins à 54. Sur le Levant, on peut même basculer aujourd'hui à 200 000. Là, on a du 125. Et sur l'Australie, aujourd'hui, on va la basculer à 65 000. Mais en fait, les premiers moments sont toujours impalpables et difficiles à déterminer. Donc c'est toujours très difficile. Et le 100 000 du côté de l'Asie, Asie du Sud-Est, est aussi très discuté. Il y en a qui disent que c'est plus vieux, il y en a qui disent que c'est plus récent. Puis après, on passe en Amérique, on chavire. Mais vous voyez qu'on a du 15 000, 12 000. Mais plus au sud, on va avoir des traces dans le sable qui vont être datées à 27 000 aujourd'hui. Et en fait, ces questions des migrations, puis on a l'indicible, quand on arrive sur l'Amérique du Sud, on fait la génétique des populations et on a des éléments génétiques qui nous indiquent l'Australie. Et donc là, on a toute la complexité humaine. Et c'est vrai que c'est difficile de résumer ça dans des cartes. Mais c'est vrai que souvent, le 45 000, il reste là. C'est une simplification. On va dire que c'est vrai qu'à 45 000, on commence à avoir des vagues qui sont des vagues très, très importantes de peuplement et qui vont affecter tout le continent. Mais ça n'empêche pas que, par exemple, même en Grèce, on a des éléments qui suggèrent qu'on peut avoir des sapiens qui vont avoir 170 000 ans ou 200 000 ans comme sur le Levant. Et donc on est dans des très grandes complexités face à ces populations. Mais bon, les cartes, oui, bien sûr. Et alors, après, c'est le dernier visuel, hein, l'instant prof est terminé, je vous rassure. C'est important, c'est le climat aussi, parce qu'on voit que donc, le paléolithique supérieur, c'est ce qui est en bleu là-bas, on voit qu'il y a des évolutions assez rapides. C'est-à-dire qu'on est entre des périodes de glaciation et ce qu'on appelle des périodes plus tempérées de forêt. Et c'est important parce que dans votre livre, on voit que c'est aussi grâce à ces relevés qu'on va pouvoir aussi déterminer eh bien, la datation et puis l'environnement culturel aussi, par rapport à la chasse. Donc c'est important aussi d'avoir ça en tête. Et donc on voit bien quand la courbe elle monte, il fait chaud. Voilà. Quand elle descend, il fait froid. Et vous voyez, ça monte et ça descend à des rythmes terribles. Et ce qu'on a peut-être du mal à imaginer maintenant, c'est que dans cette période, bien, par exemple dans ce couloir rhodanien, bien, le Rhône était sur certaines périodes glacé en fait. On pouvait traverser comme ça d'une rive à l'autre facilement. Et voilà, c'est important. Voilà, c'est passé. Moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment fasciné dans vos livres, c'est la notion de temps en fait. Nous, c'est vrai que quand on ne travaille pas sur la préhistoire, notre référence, c'est la vie humaine, en fait. Hein, c'est 80, 100 ans. Et alors, vous, quand vous parlez des datations, ça oscille parfois sur des... c'est pas le bon terme, approximation, mais une période, des fois, de 5000 ans. Alors, 5000 ans, ça serait finalement de la période égyptienne, des pharaons jusqu'à maintenant. En fait, ça serait toute l'histoire humaine, pratiquement. La première dynastie à aujourd'hui. Voilà, la première dynastie à maintenant, Et puis, vous arrivez sur certaines datations à dire c'est à 6 mois près. Donc, cette notion de temps est importante. De même, elle est importante dans votre travail. Peut-être que vous allez pouvoir le raconter, mais quand vous découvrez ce que vous allez appeler l'homme de Thorin, c'est le temps qu'il va falloir pour excaver ce squelette. C'est incroyable pour qui ne travaille pas dans ces domaines de la patience. Donc voilà, pouvez-vous nous parler de cette question de temps et le rapport que vous avez à cela? Alors, dans l'impalpable, le temps, c'est génial parce que, effectivement, nous, le seul temps qui nous est accessible, on va accepter le temps d'une vie humaine, mais le temps d'une vie humaine, c'est l'infini, quoi. Si je vous dis dans 10 ans, vous dites dans 10 ans, mais je sais pas ce que je vais faire. Voilà, c'est très loin tout ça. C'est pas très concret le temps.
Et au-delà de 100 ans, dire, dans 100 ans, voilà, est-ce qu'on aura disparu? Est-ce qu'on se, voilà, oui, on a parlé d'échelle de 100 ans, de 10 000 ans. Alors pour moi, 10 000 ans, c'est déjà du temps court. C'est du temps très très court. 10 000 ans, c'est comme ça. Alors, je pense qu'on a un filtre mental en nous, tous, sapiens, parce qu'on a la conscience. Et comme on a la conscience, on a aussi la conscience de notre finitude et on sait que, je vais briser le tabou, dans quelques années, on est tous morts. Et donc, allez, mettons, si je vais être sympa avec nous tous, dans 100 ans, on est mort. Je ne vous stresse pas, hein, d'accord? Donc, je pense que cette échelle de 100 ans, qui est une vie humaine bien remplie, même si Jeanne Calment a fait 124 ans, 100 ans correspond pour nous à un infini, instinctivement, parce que c'est une vie humaine. Et donc, si on ne le place pas à l'infini, on est obligé de se confronter tous les jours au fait qu'on va mourir, et on ne peut pas vivre tous les matins en se levant en disant « Putain, je vais mourir ». Donc voilà, donc on le place à l'infini, dans un infini incertain, qui est 100 ans, qui est égal l'éternité. Donc on peut pas, quand je vous dis maintenant, moi, ça se passe il y a 54 000 ans, vous n'arrivez pas à comprendre quelle est la différence entre 54 000 ans et 54 millions d'années, quoi. C'est loin, quoi. C'est très loin. Alors, on peut pas palper le temps. Et donc, le seul temps qu'on peut mesurer, pondérer et auquel on peut vraiment se confronter, c'est une année. Voilà, si je vous demande l'été dernier, qu'est-ce que vous faisiez? Ouais, vous voyez, c'était l'année, elle est déjà passée, c'était juste là. Et puis l'an prochain, éventuellement, bon là, l'été approche, mais si on était en hiver, je dirais, qu'est-ce que vous faites l'été prochain? Et vous arriverez à vous projeter, à dire, ben là, j'ai prévu ça, certainement ça, mais c'est pas sûr. Bon, peut-être que finalement, on ira plutôt en montagne parce qu'on en a marre de la plage. Et voilà. Donc ça, vous arrivez vous arrivez à pondérer, enfin vous, je aussi, hein, tout le monde, à pondérer le temps. Mais on a du mal, 10 ans c'est l'infini, 100 ans aussi bien sûr. Et donc je crois qu'il faut faire une conversion. Les seuls chiffres qui nous sont habituels, c'est ceux qu'on manipule tous les jours, c'est l'argent, quoi. Et donc sur le temps, vous savez ce qu'est un an. Sur l'argent, vous savez très bien que 54 000 euros, c'est pas 54 millions d'euros. Alors que sur le temps, c'était déjà plus compliqué. Maintenant, je vous dis de faire la conversion. 1 an égale 1 euro. Voilà. Et donc, Néandertal disparaît, il y a 40 000 euros. C'est pas autant des dinosaures. Donc, vous voyez, c'est pas, il y a 50 millions d'euros. 40 000 euros, vous voyez, 40 000 euros, vous voyez, 1 an, vous voyez, 1 euro, vous voyez, d'un coup, 40 000 euros, c'est assez concret quand même. Vous voyez, vous allez pouvoir vous acheter une belle bagnole, mais vous n'allez pas vous acheter un appart avec ça. Et donc, avec Néandertal, vous n'achetez pas un appart. Hein. Et ça, c'est d'un coup, ce temps-là est important, parce que je vous le rends palpable. Vous savez qu'un an, vous n'aurez pas le temps de vous retourner, il sera passé, mais 40 000 ans aussi, en vérité. C'est juste qu'on a notre filtre 100 ans, la Terre aura explosé d'ici 100 ans. Voilà. Non. 40 000 ans, c'est juste là. Quand on fouille en grotte à 40 000 ans, régulièrement, on a des odeurs qui sortent des sols, en fait, qui sont des suies, qui sont tombées dans les roches, des bouts de parois qui tombent, il y a des suies. Et donc, quand on fouille, il y a des odeurs, mais des odeurs de gibier très, très forts, qui peuvent avoir 50 000 ans, 100 000 ans. Parce que c'est pas vieux, en vérité. C'est juste là. Néandertal, il vient de mourir. Il y a encore l'écho dans les vallées. Il faut comprendre ça. Il faut arriver à s'extérioriser de cette notion du temps qui nous dépasse. Déjà, quand on fait ça, on a fait un pas. Le deuxième pas, c'est de comprendre que maintenant, le temps des archéologues n'est pas le temps vécu des populations. Le temps des archéologues, c'est ce qu'ils mesurent quand ils font une mesure avec un engin. Alors, ils vont faire du carbone 14, par exemple, et ils vont dire, OK, il disparaît il y a 40 000 ans, à plus ou moins 2000 ans près. Ou à plus ou moins 1000 ans si vous travaillez avec des très, 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 très bons. Mais plus ou moins 1000 ans, c'est un écart de 2000 ans. Et donc, pour l'archéologue qui travaille sur Néandertal Sapiens, quand il vous dit ils sont contemporains là sur ce territoire-là, c'est à plus ou moins 1000 ans. C'est sur 2 millénaires. Et l'exemple que je donne régulièrement quand j'essaie d'exprimer ça, c'est si on se donne rendez-vous pour dîner, à plus ou moins 1000 ans, je ne suis pas sûr qu'on va y arriver.
à plus ou moins 1000 ans, hier soir, vous dîniez avec Jules César à votre gauche et Charlemagne à votre droite. Et donc, j'en parle de ce dîner improbable qui n'a pas eu lieu et qui ne peut pas avoir eu lieu, mais nous autres archéologues, on est sans arrêt confrontés à ce dîner-là. Est-ce qu'ils étaient tous les deux à table ou pas? Et en fait, on n'y arrive pas parce que on le sait pas. Et on va dire, oui, mais regardez, il y a des traces génétiques qui montrent qu'ils se sont rencontrés. Mais l'ADN, c'est compliqué. Ce que nous dit l'ADN, c'est qu'à un moment donné, les deux populations se sont croisées. En fait, quand on fait statistiquement, elles se sont croisées quelque part entre 50 et 60 000 ans. Sur 10 millénaires, là, c'est très très flou, on ne sait pas où, on ne sait pas vraiment quand. Et quand je vous dis entre 50 et 60 000 ans, on ne sait même pas si c'est en Europe. Ça peut être sur le Levant méditerranéen. Donc on ne sait pas si le Néandertal et Sapiens, en Europe, sur cette grande période de rencontre, se sont jamais rencontrés. Et c'est vrai que sur la grotte Mandrin, grâce à la découverte de ces suies dont je vous parlais des odeurs, et on passait des années à fouiller, et quand on fouillait avec des opinels, je ne vais pas faire de pub, quand on grattait le sol, à un moment donné, on grattait ces pierres, et les pierres, c'était des bouts de parois de la cavité dans lequel les hommes venaient dans la grotte, ils faisaient le feu et la suie se déposait, donc ils grillaient leur gibier, les chevaux, les bisons, du mammouth, tout ce qu'ils voulaient, tout ce qu'ils aimaient bien en snack. Et ils grillaient leur gibier et ça déposait des suies noires sur la paroi. Et quand ils repartaient, en fait, la suie était recouverte par de la calcite, donc des concrétions, et redevenait blanche. Et puis revenait, refaisait le feu, ça redevenait noir. Et on a compris, je crois que c'était en 2005 ou 2006, on réalise sur le terrain de la grotte Mandrin que, bon sang, mais c'est des suies. On n'a jamais vraiment trouvé de suies dans des périodes anciennes du Paléolithique. Et on se dit, non, c'est des suies et on va en faire quelque chose. Et on a récolté des milliers de fragments de parois qui s'effritaient progressivement dans tous les niveaux archéologiques. Et j'ai confié ça. À un moment donné, j'ai eu une fouilleuse, une étudiante qui est venue à Mandrin, que j'ai réalisé qu'elle était brillante et qu'elle était hyperactive. Et je me suis dit, ça c'est bien ça. Et donc je lui ai confié toutes ces petites pierres en disant, je pense qu'il y a quelque chose d'extraordinaire à faire là-dessus. Et elle a fait ses Master 1, ses Master 2, Ségolène Van de Velde. Et puis après, elle a fait sa thèse de doctorat. Et elle a inventé une méthode qu'elle a appelée la fuliginochronologie, parce que c'était bien barbare. Donc un film fuligineux, c'est un film de suie. Donc c'est la chronologie à partir des suies. Et grâce à ces méthodes-là, on a obtenu des résolutions qui étaient à 6 mois, qui n'étaient pas à plus ou moins 1000 ans. Ça pouvait être à plus ou moins 6 mois. Et on a pu, Ségolène a pu démontrer dans certains niveaux des passages entre Néandertal et Sapiens dans lesquels il se passe plus ou moins 6 mois ou plus ou moins 1 an. Et donc il se passe un temps très très court et où les deux populations sont vraiment sur un même territoire en même temps. Et c'était la première vraie démonstration en Europe d'une cohabitation de ces deux populations. Dans une période ancienne, parce qu'on était à 54 000 et pas à 40-45 000, comme on le plaçait traditionnellement, mais où on voit que des éléments d'interaction se dessinent entre deux populations très très différentes, celles qui faisaient les petites pointes que vous avez montrées tout à l'heure, qui sont extraordinaires parce que ces pointes-là, elles sont produites en série. Je dis, il y en a 1500, là, mais 1500 sur 100 mètres carrés. Et en vérité, pas du tout 100 mètres carrés. Les 1500, c'est sur les 50 mètres carrés fouillés dans la grotte. On est en train d'ouvrir sur 100 mètres carrés, mais on n'a pas encore atteint ces niveaux. Donc c'est 1500 sur 50 mètres carrés, et qui correspond en réalité très certainement à sur la surface du site, on sait maintenant, c'est plusieurs milliers de mètres carrés, donc c'est certainement plusieurs dizaines de milliers de ces pointes qui sont là. C'est très 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 dense, très très riche. Donc ça pose beaucoup de questions. Quand on regarde ces pointes, qu'on sait être par la toute première migration de Sapiens en Europe, on le sait parce qu'en fait, c'est exactement les mêmes pointes qu'on a sur le Levant méditerranéen. Elles sont produites en série. Quand on prend les mesures à 1 mm, c'est les mêmes sur le Levant méditerranéen, à 3000 km de là. Et que là, on a des niveaux et où on a un niveau dans un gisement du Liban, sur les flancs du mont Liban, qui s'appelle Xarakil. Et dans ces niveaux-là, on a une sépulture d'enfants doubles, 2 enfants qui ont été inhumés, et c'est des sapiens. Et ils font ce type de silex-là, en série. Et ces productions en série correspondent pas du tout à ce qu'on connaît chez Néandertal, où on a une
une très très grande variabilité dans les systèmes, ce qu'on appelle les systèmes techniques, les artisanats, les manières de tailler le silex. Et donc c'est très intéressant parce que bon, d'abord on a un élément culturel, on trace des éléments où on voit que les populations qui arrivent du côté de l'Europe viennent certainement du Levant méditerranéen, en tout cas de cette zone orientale là, ce qu'on appelle le Proche-Orient. Et dans cet espace-là, on a du sapiens très anciennement, et à un moment donné, ils vont se tourner vers l'Europe. Et on va avoir ces migrations-là en territoire néandertalien, et on va avoir des populations qui produisent ces pointes en série, qui l'utilisent dans des technologies très particulières. Le travail de leur maître permet de montrer que les plus petites pointes, vous voyez, celles qui, je vous ai dit, vous prenez une pièce d'1 centime d'euro, eh ben, ces petites pointes, ces petits triangles-là, donc, qui sont plus petits qu'1 centime d'euro, on en a des productions en série, et elles ont une grande partie d'entre elles ont des impacts, sont fracturées, caractéristiques d'une fonction d'armement. Et expérimentalement, on a pu reproduire ces fractures-là qu'en mettant ces petites pointes-là. C'est-à-dire, si vous voulez tuer un bison ou un cheval, avec une pointe d'1 gramme, c'est comment vous faites, quoi. C'est 1 gramme, vous prenez une pièce d'1 centime, vous l'aiguisez, et vous dites, je vais aller tuer un bison. Vous approchez du bison, prenez votre pièce d'1 centime, vous la jetez de toutes vos forces, et vous venez d'inventer la tauromachie. Et donc, vous allez partir en courant très très vite, et vous allez vous faire défoncer par un bison. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'avec un objet pointu d'1 gramme, de 2 grammes, je tue mon gibier. Et donc, la réponse, expérimentalement, en fait, pour nous autres archéologues, la question n'est pas de savoir si ça a tué le gibier. Donc, je vous ai dit, il y a des fractures très particulières. La question, c'est est-ce que je suis capable de reproduire ces fractures? Et le seul moyen pour reproduire ces fractures, c'était de propulser ces petits triangles-là avec un arc. C'était des pointes de flèche. Et c'était très intéressant parce que l'archerie, on l'a placée, en fait, on la suspecte durant tout le Paléolithique, mais les plus grands corpus expérimentaux, c'était dans les années 90, un chercheur, 2 chercheurs brillantissimes qui s'appellent Jean-Michel Genome, sur des objets qui avaient 20 à 25 000 ans. Et leur question était, est-ce que ça pourrait être de l'archerie? C'était des pointes magnifiques. Et ils ont travaillé, ils ont fait certainement le corpus expérimental le plus complet qu'on connaisse aujourd'hui sur l'archerie. Et la conclusion de leurs études, c'est très probablement de l'archerie, mais on ne peut pas le démontrer parce qu'il y avait un recoupement dans la taille des objets avec ce qu'il est possible de faire avec d'autres systèmes de propulsion qu'on appelle le propulseur. Donc le propulseur, c'est l'archerie, c'est le ressort, et le propulseur, c'est le bras de levier. Donc vous avez votre bras. Vous rajoutez un bâton et vous démultipliez votre bras de levier. Donc le propulseur, là c'est facile, archéologiquement on retrouve des propulseurs en ivoire ou en bois de serre ou en os, et on le retrouve dans les niveaux archéologiques. Donc on savait que le propulseur était ancien, en tout cas on l'avait associé à Sapiens durant tout le Paléolithique, mais pour l'archerie on ne le voyait pas. Et donc ils ont essayé non plus de travailler sur les objets parce que l'arc est fait de bois, de tendons et de cuir, et donc ça se conserve pas. Ceux qu'on retrouve, ils ont 12 000 ans. Et vous avez compris que ce qui se retrouve, c'est juste ce qu'on voit, c'est la conservation du bois. C'est pas du tout l'archerie, évidemment. Et donc, quand on sait qu'on ne peut pas retrouver l'objet, donc on va retrouver, ce qu'on va retrouver, c'est la pointe de flèche. Et donc, des armements, des petites pointes, ça, on en a beaucoup, on en a par milliers. Et donc, c'est posé la question durant tout le Paléolithique sapiens en Europe, ce qu'on appelle le Paléolithique supérieur. Est-ce que certaines de ces armes ont pu être propulsées à l'arc? La réponse était très 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 probablement oui, mais ces objets sont déjà ces objets qu'on a pour le Paléolithique sapiens en Europe sont déjà assez gros et donc peuvent être propulsés aux deux, à l'arc et au propulseur. Et donc c'était le propulseur, on sait qu'on l'a, l'arc on ne sait pas si on l'a, donc c'est très probablement l'arc, mais on ne peut pas le démontrer. Mais globalement, on sait aujourd'hui que même à 70 000 ans en Afrique émerge l'archerie. Donc dans des périodes très anciennes. Et ce qui est donc aujourd'hui plus que très probable, c'est que quand les premiers sapiens arrivent en Europe, ils sont déjà tout à fait légataires de toutes ces technologies, comme les populations africaines. Alors c'est des populations d'origine africaine, et que ces technologies-là, quand elles émergent sur le continent africain, il y a 60 à 70 000 ans, voire un peu plus, elles vont très 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 rapidement devenir des systèmes utilisés de manière universelle et qui ont une très très grande efficacité, et qui vont rentrer dans l'organisation logistique générale de plein de populations de cultures différentes. Et donc, ces populations-là, à 54 000 ans,
ont de l'archerie, ont des productions en série, ont des productions standardisées, alors que quand on regarde les artisanats néandertaliens, d'abord, le truc qui est très très important, c'est que quand vous trouvez une arme, et on va dire que ça c'est une arme néandertalienne, je ne sais pas pourquoi il y a un bouton au milieu, mais quand vous l'analysez, quand vous l'apprenez, un silex se lit comme un livre. C'est fascinant. Vous voyez tous les gestes, les enchaînements de gestes artisanaux qui ont permis l'obtention de cette arme. Et quand vous trouvez cet objet-là, ce qui est très très intéressant chez Néandertal, c'est que quand vous trouvez cet objet, il faut que vous le regardiez très très bien. D'abord, généralement, vous dites, mais qu'est-ce qu'il a voulu faire ? À chaque fois, il se pose, c'est jamais évident. Alors que quand vous prenez un objet sapiens, en 3 secondes, vous dites, ah ok, ça je sais ce que c'est, de suite, et c'est produit en série, et c'est facile, et c'est évident à nos logiques. Quand vous prenez un objet néandertalien, moi, à chaque fois, je sais très bien tailler le silex, et à chaque fois, c'est une partie d'échec. Et à chaque fois, je me dis, mais pourquoi il a fait ça ? Et là, pourquoi il a rajouté ça ? D'abord, l'objet est unique, et ensuite, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Et à chaque fois, il me faut des fois longtemps, et des fois, il me faut 1 jour, 2 jours, dire, ah mais oui, c'était ça. Voilà, il a fait ça parce que là, il y avait ce petit rebord qui était comme ça. Voilà. On s'aperçoit que l'artisan a des traditions qui sont bien marquées, mais il va adapter son projet artisanal en fonction de la roche qu'il vient d'utiliser. Il a ramassé un bloc, il a une certaine couleur, une certaine morphologie, une certaine texture. Et dans le cadre de la culture de cette population-là, ils vont à chaque fois créer un objet qui est un objet unique. Et on est face à une créativité totale. Et quand on va prendre ça, celui-là, c'est un objet sapiens. Et c'est un bon exemple en plus. Quand je prends ça, immédiatement, je sais ce que c'est. Et il vient de vibrer. Et je sais que dans ma couche archéologique, là, qui date des années 2015 à 2025, je vais en trouver en série, tous les mêmes. Et ça, c'est un truc super. C'est pas un truc des sociétés industrielles occidentales, c'est un truc sapiens. Mais avant Néandertal nu, ça n'avait pas vraiment été verbalisé comme ça. On avait dit finalement Néandertal est comme nous, ils ont les mêmes traditions. Regardez, on avait fait des grandes familles de débitage de silex, débitage levallois, discoïde, machin, tout ce que vous voulez. Vous pouvez l'appeler ce que vous voulez. Ils disaient, ils font la même chose. Mais c'est pas la question des technologies. C'est la question, tiens, si Néandertal était encore là aujourd'hui, s'il concevait un avion, est-ce qu'il concevrait comme nous ? Il pourrait très bien concevoir un avion. Mais je pense que s'il concevait un avion, à chaque fois qu'il ferait un avion, il ferait un objet unique. Fabuleux. Et il ferait à chaque fois un truc différent, avec à chaque fois plein de variantes en fonction des matières qu'il aura utilisées pour faire cet avion-là. Donc ce n'est pas du tout la question des technologies. On n'est pas en train d'essayer de savoir s'ils sont en capacité de ou pas en capacité de. La question, c'est de savoir comment est-ce que ces populations comprennent le monde. Et bien, quand je le pose comme ça, d'un coup, c'est plus la question des technologies. J'ai des artisanats néandertaliens avec des objets qui sont très beaux, très élégants, des artisanats sapiens avec des objets qui sont très beaux, très élégants. Mais là, chaque objet est unique. Et là, tous les objets sont standardisés. Et c'est systématique. Et ce n'est pas un trait culturel. La culture va l'atténuer ou l'accentuer. Mais de manière systématique, chez Sapiens, les codes de représentation, les manières de faire, les artisanats sont très normalisés. Et cette normalisation, cette standardisation, avant Néandertal nu, avant ce livre-là, on n'avait pas mis les mots dessus. Et ça, c'est très important parce que quand on le place, on ne passe plus la question de technologie et de capacité ou d'infériorité ou de je ne sais pas quoi, mais on sort de ce schéma-là et de nos projections et on essaie juste de regarder les objets. On se dit, mais quand même, je veux dire, sur la table, ils ne s'alignent pas de la même manière que de l'autre côté. Et quand on va dans un site en Afrique, il y a 100 000 ans, j'ai prospecté en Éthiopie, j'ai prospecté à Djibouti, j'étais confronté à des industries, Sapiens qui est 50, 60, 70, 100 000, 200 000 ans, je les ai vus, ces industries. Mais quand je regardais ces silex-là, dès que je les prenais, ok, c'était les mêmes technologies que mes néandertaliens, sauf que quand je prends mon objet néandertalien, à chaque fois, moi, il me faut du temps pour comprendre. Et quand je prenais les technologies sapiens qui avaient 100 000 ans, en 3 secondes, je comprenais où ils allaient. Immédiatement, je comprends les artisanats. Donc, ils ont les mêmes manières de penser que nous. Et Néandertal, de toute évidence, ne partage pas ses manières d'être au monde et ne partage pas ses regards sur le monde. Et là, je ne mets pas en infériorité ou en supériorité. Par contre, si je veux m'amuser à ça, je vais vous dire maintenant,
je dis, on ne comprend pas Sapiens parce qu'on n'a rien pour le comparer. Là, maintenant, vous avez quelque chose pour comparer. Je vous ai dit, si on compare Sapiens à un orang-outan, on va dire, regardez quelle créativité. Je dis, maintenant, comparez Sapiens à un Néandertal. Chaque objet est un objet unique en fonction de la matière première. Incroyable. Il y a une créativité totale. Et il y a une liberté d'être. On n'a pas cette liberté d'être. On doit rentrer dans des grands schémas. Je dois prendre mon silex et je sais que je dois toujours faire comme ça, passer par ces grandes étapes. Et si ça ne va pas, je vais prendre les silex qui vont bien pour faire ça. Je vais aller les chercher, même très loin. Et donc on voit les territoires qui deviennent très larges. On va chercher des silex extraordinaires. Alors que chez Néandertal, on va avoir des territoires très resserrés et on va utiliser ce qu'on a, toute la variabilité des roches. Et quand les deux populations utilisent les mêmes silex, là c'est génial, c'est encore mieux. Chez Néandertal, ils vont sur ce désaffleurement, donc dans du calcaire, on a la roche, le silex qui s'est produit naturellement, ils vont et ils prennent tout. C'est-à-dire que s'il y a un bloc faillé, très mal, très difficile à tailler, pas beau, ils ramènent à la grotte qui est à 10 km de là, ils la ramènent. Eux, les mêmes silex, mais Sapiens, ils vont prendre que les plus beaux silex, que les trucs pas faillés, homogènes, super lisses, extraordinaires. Et donc, on n'a plus du tout le même rapport ni au territoire, ni aux roches, ni aux artisanats, ni la même manière de penser le monde. Et quand on l'aborde comme ça, d'abord, on s'aperçoit que finalement, la créativité, elle n'est pas du côté de Sapiens. On voit que Sapiens, quand je regarde mon bout de silex, je ne regarde pas mon bout de silex. Il est en train de me dire la manière dont ces populations voient le monde. Dire la partie est égale au tout. C'est pas, je vais faire tous mes silex depuis le Levant méditerranéen, il y a 54 000 ans, jusqu'à la vallée du Rhône, tous les mêmes à 1 millimètre près. Mais par contre, on va être une société très, très libre. Et on va avoir aucune règle sociale et chacun fera comme il veut. Non, on a compris qu'on est dans des sociétés hyper rigides, comme nos sociétés. Quand je dis hyper rigides, un exemple que j'aime beaucoup donner et qui permet de commencer à poser des mots là-dessus, c'est imaginons, je m'excuse si vous avez écouté des trucs sur YouTube et que je l'ai déjà sorti, mais elle est pas mal. Alors, je vais la dire quand même. Imaginons qu'Einstein soit toujours là. Et tout le monde sait qui est Einstein et la qualité d'Einstein. Et il a un instinct, une idée sur l'espace-temps. Et il se dit, putain, on s'est planté, mais il y a 20 ans de travail à faire et il faut que j'ai un poste. Et il se présente à l'université d'Oxford pour avoir une position sur ces questions de physique. On sait aussi qu'Einstein était une personne très libre. Il a écrit des textes sur la liberté. Et on a des photos d'Einstein où on le voit, il tire la langue, où on a d'autres photos où il est avec des plumes de grands chefs indiens. À l'époque, ça ne se faisait pas, surtout pour un physicien, un universitaire, académique. Lui, il le faisait, il n'en avait rien à faire. Ça lui semblait très bien. Et il s'est pas battu pour la physique, il s'est battu pour l'humain toute sa vie et pour la liberté. Et il va à l'université d'Oxford et en même temps, il a cette liberté d'être, alors il a cette tension en lui. Et il se dit, je vais faire honneur à l'humain et je vais aller à ce concours pour ce poste de professeur universitaire habillé en papou. Parce que les papous, ils ont la classe quand même, quoi. Et il y va tout nu avec un tube sur le sexe et puis des belles peintures. Et il se présente, et il présente sa théorie sur l'espace et le temps. Et sa démonstration est extraordinaire. Il n'aura jamais son poste. Vous avez compris. Antoine de Saint-Exupéry, dans Le Petit Prince, il en parle. Dans Le Petit Prince, à un moment donné, il parle de ce chercheur turc qui montre des théories sur, je ne sais plus, c'est quelque chose dans l'espace, c'est de la physique aussi. Et c'est extraordinaire, mais il y va habillé en turc avec son chapeau rouge. Et tout le monde, dans son grande rencontre d'astrophysique, disent « mais c'est ridicule » et personne ne l'écoute. Et quelques années plus tard, Mustafa Kemal Atatürk est passé par là, et les Turcs ont été européanisés.
Et ce chercheur va à nouveau, c'est Antoine de Saint-Exupéry, le Petit Prince, et il va à nouveau dans ce congrès d'astrophysique et il va présenter sa théorie, mais il l'habille en européen parce que Mustafa Kemal Atatürk a dit que tu n'as plus le droit de t'habiller en turc et tu dois t'habiller en européen. Et il y va en costard 3 pièces. Il présente la même théorie et tout le monde trouve ça extraordinaire. Ça, c'est Saint-Exupéry, on doit être en 1943. Et maintenant, je vais vous dire, oui, mais d'accord, Ludovic, quand même, t'es gentil, mais oui, il a choqué les gens du jury à Oxford. Il était tout nu avec des peintures tribales. Il n'a pas eu son poste. Je dis, OK. Maintenant, Einstein, et tout le monde sait que c'est Einstein, il arrive à son concours à Oxford et il est pieds nus, en costard 3 pièces. Ben, il n'aura pas le poste. Tout ça pour vous dire qu'il y a des normes dans nos sociétés et on n'en sort pas. Nous-mêmes, occidentaux, sommes une société traditionnelle avec des normes, des règles. Si on dévie un tout petit peu, on dirait on est des sociétés libres, surtout depuis 68. Non, si on dévie un tout petit peu de la règle, on va être de suite ostracisé. On n'aime pas la différence. Et c'est pas un truc des méchants occidentaux, etc. C'est les sapiens. Il y a un truc chez sapiens qui aime qu'on soit tous ensemble pareils. Alors, je crois que c'est quelque chose d'important parce que c'est quelque chose qui est certainement pas un fait culturel mais un fait éthologique du comportement de Sapiens et c'est quelque chose qui confère à Sapiens une très très grande efficacité. C'est pas une supériorité technique. Les deux populations, Néandertal et Sapiens, ont les mêmes technologies, ont les mêmes capacités, mais ils n'ont pas la même manière d'être au monde. Et si on dit maintenant, il n'y a pas de supériorité technique, par contre, quand on veut tous faire ensemble la même chose, il en résulte un effet, c'est l'effet d'une très très grande efficacité. Et il est probable que ces populations sapiens, d'il y a 50 000 ou 100 000 ans, étaient déjà des populations hyper efficaces. Et cette efficacité, c'est pas que la rencontre de Néandertal et Sapiens et la disparition de Néandertal, c'est pas le méchant Sapiens qui rencontre le gentil Néandertal. Peut-être que Néandertal était un sale type finalement. On n'en sait rien. Et moi, je suis pas à écrire des livres Néandertal, mon frère, c'est pas mon truc. Moi, j'essaie de mettre des mots sur les populations humaines et qui sont pas nécessairement comme nous. Et quand on fait ça, on s'aperçoit qu'il y a des processus de normalisation qui sont toujours en cours aujourd'hui dans nos populations, qui étaient aussi en cours il y a 50 000 ans, qui étaient aussi en cours il y a 100 000 ans, qui étaient aussi en cours il y a 200 000 ans. Et ces trucs-là nous définissent et nous donnent une très grande efficacité. Quand les deux populations se sont retrouvées sur un même territoire, on a eu le gars, le petit néandertalien qui vivait dans sa petite vallée, qui prenait les silex localement et qui prenait ceux qui prenaient et qui s'adaptaient, qui a rencontré un gars qui avait des réseaux sociaux sur des milliers de kilomètres, qui avait des visions et des projets mythologiques très normés, en disant oui, tu comprends, la Terre a été créée par le Soleil, voilà. Des visions mythologiques, les structures mythologiques sont des éléments fondamentaux des sociétés sapiens qui nous permettent de redéfinir le monde. Le fait que on se comporte de telle ou telle manière sont essentiellement des éléments irrationnels qui, à un degré ou à un autre, relèvent d'une certaine mythologie. Et donc, quand ces deux populations se sont rencontrées, c'est pas le méchant sapiens qui détruit le gentil néandertal. C'est pas ça. Du tout. Et quand certains de mes collègues disent oui, d'accord, il y a une relation entre Sapiens, la disparition de Néandertal et l'arrivée de Sapiens en Europe. Mais quand on a dit ça, on n'a rien dit. Oui, d'accord, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est un génocide? C'est quoi? Si c'est passé comme en Amérique ou quoi? On ne sait pas. En Amérique, les populations n'ont pas disparu. Il ne s'est pas passé la même chose qu'en Amérique. En Amérique, les Indiens sont toujours là. Ils sont dans des parcs, ils sont tout ce qu'on veut, mais ils sont là. Leurs sociétés se sont effondrées, leurs manières traditionnelles d'être au monde se sont effondrées, mais les populations sont là. En Australie, les populations sont toujours là. Même si c'est passé en Amérique plus de 500 ans, les populations sont là. Alors qu'en Europe, on est face, dans la rencontre Sapiens-Néandertal, face non pas à l'effondrement d'une société ou d'un panel de dizaines ou de centaines ou de milliers de cultures différentes, néandertaliennes, on est face à l'extinction d'une humanité. Alors là, vous allez me dire, oui, mais d'accord, mais on a tous en Europe, en Eurasie, 2% d'ADN néandertalien. Et certains de mes collègues ont sauté là-dessus pour dire, ah, ouf, c'est pas un génocide, en fait, Néandertal n'a pas disparu, il est en nous. Et il est toujours là. Il y a deux éléments très importants sur ce positionnement-là. D'abord, ce n'est pas ce que dit la génétique.
La génétique ne dit pas que Néandertal n'a pas disparu. Et il ne dit pas qu'aujourd'hui, on est des descendants de Néandertal. Ce n'est pas ça. Pour comprendre ce qu'est l'extinction néandertalienne au niveau génétique, biologique, il faut comprendre ce que cette diversité. Imaginons que subitement, sur Terre, l'exemple que je donne traditionnellement, parce que vous allez comprendre, tous les loups disparaissent. Le fait que le caniche de mamie a l'essentiel du génome du loup n'induit pas que les loups n'auront pas disparu. Et là, vous avez compris que si les loups disparaissent, les chiens, ce n'est pas des loups. Et Sapiens, ce n'est pas Néandertal. Même si ils se croisent, et alors là, le chien et le loup, ils se croisent sans problème. Et alors, je vais vous dire, au niveau des félidés, là, ils se croisent tous. Les lions, les tigres, les panthères, ils sont tous interféconds. Ça fait des tigrons, des ligres, tout ce que vous voulez. Ça n'empêche pas que le lion existe et que la panthère aussi. Et donc, ce qu'on voit, c'est que les deux populations se sont croisées. Il y a eu un petit fuitage génétique qui n'est pas grand-chose. D'ailleurs, on connaît d'ailleurs aucun métis. Quand on fait de la génétique ancienne, on n'a jamais trouvé un bonhomme qui avait 50% Néandertal ou 50% Sapiens. Ce qu'on a quand on tape dans les plus vieux ensembles génétiques conservés vers 45-47 000 ans, quand on a ça, on a déjà des populations qui ont entre 4 et 6% d'ADN néandertalien. Rien du tout. C'est déjà éliminé dans ces périodes anciennes de contact. Et donc le contact est beaucoup plus vieux et ce n'est pas des populations qui se métissent. Néandertal disparaît vraiment. La question, c'est le sous-titre du dernier néandertalien, comment meurent les hommes ? Et ça, on n'a jamais posé la question. On a dit comment s'effondrent les sociétés. Collapse, ok. Mais comment s'effondrent les sociétés ? Les Mayas, ok, on peut réfléchir. Comment peut s'effondrer notre société ? On peut réfléchir. Mais comment meurent les hommes ? Comment des populations, il y a 40 000 ans, ont pu s'éteindre du sud de l'Espagne jusqu'à la Sibérie, et peut-être plus loin, peut-être jusqu'au Pacifique. C'est des populations qui couvrent une grande partie de l'Eurasie et qui s'éteignent de manière relativement synchrone. C'est fort quand même. C'est une extinction biologique, comme le loup s'il disparaissait. Alors, ça nous pose beaucoup de questions. Quand on dit il y a une relation entre Néandertal et Sapiens, mes collègues qui arrivent à acquiescer ce qui est mon positionnement, quand on dit ça, on n'a pas fait le quart du chemin. On dit, ok, c'est quoi cette relation ? C'est un génocide, c'est des maladies, c'est quoi ? Eh bien, généralement, on ne sait pas. Et donc, ce qu'on dit... On dit il y a des changements climatiques, il y a des épidémies, il y a des rayonnements stellaires, il y a peut-être des guerres et des génocides. Et on dit c'est certainement un peu de tout ça. Alors je vais vous donner un secret, normalement qu'on ne dit pas en dehors du milieu scientifique. C'est quand on dit c'est un petit peu de tout ça, transcrit en langage commun, ça veut dire on ne sait pas. Ça vous fait rire. Alors, donc moi je pense qu'il y a une relation très directe. Et j'explique qu'on n'a pas su la voir parce que globalement, on a projeté ce qu'on comprend sur les extinctions, c'est par exemple les dinosaures. Et donc on est à dire, ok, c'est un impact de météore, et bam, il n'y a plus personne. Et donc on est allé chercher toutes les théories qui faisaient bim bam boum. On a eu du volcanisme, on a eu du changement climatique brutal, on a eu tout ce que vous voulez. Et à chaque fois, c'était des bim bam boum. Et moi, je crois, il me semble, que les hommes ne meurent pas dans des bim bam boum. Et d'ailleurs, malgré les épidémies, malgré les génocides, malgré les guerres, les aborigènes sont là, les populations traditionnelles africaines sont là, les populations traditionnelles des Amériques sont là. Et ils sont invisibles. Dans le dernier Néandertalien, je donne des exemples d'un aborigène qui dit « Mais quand je me balade à Sydney, j'ai une casquette et un jean. » Et les gens, ils pensent que les aborigènes ont disparu. Il dit « Si je ne suis pas nu avec des peintures rituelles sur le corps en train de chevaucher un kangourou, et les gens disent « Mais il n'y a plus d'aborigènes. » Mais les aborigènes, ils sont là. C'est pas parce qu'ils vont manger une pizza le soir qu'ils ne sont pas là. Ils sont là, ils sont toujours là. Et leur vision du monde aussi sont là. Même si ça s'effondre. Ces cultures incroyablement riches sont en train, sous nos yeux, encore de s'effondrer sur elles-mêmes, et on ne sait pas comment arrêter ce processus-là. Donc la question, on ne peut pas projeter Néandertal, Sapiens, avec ce qui s'est passé dans Sapiens sur Terre, dans l'histoire récente. Mais
il faut comprendre comment meurent les hommes. Alors, je ne vais pas vous spoiler le livre. Mais dans le dernier Néandertalien, je crois que je commence à mettre les mots. Et je pense qu'en fait, les populations humaines ne sont pas comme les sociétés. Et par exemple, la culture égyptienne s'est effondrée, de l'Antiquité, pareil pour la Grèce et pour Rome. Enfin, si vous allez à Rome, ok, ils ont des fours à pizza, mais ils sont toujours là, les Romains. Ils n'ont plus l'Empire romain, mais les Romains sont toujours là. Et en Grèce aussi. Et si vous faites leur génétique, vous allez voir que vraiment, les gars de l'Empire romain, ils sont toujours là. Vous avez les descendants d'Auguste, tout, ils sont là. Ils ont une pizzeria, pas de problème. Et donc, il faut bien dissocier les sociétés des populations et des cultures. Et pour Néandertal, on est face à une extinction humaine. Et donc, ils ne meurent pas dans des bim-bam-boum. Je pense que les hommes ne meurent dans un souffle, in a whisper. C'est un exemple que je donne. En fait, partout où j'ai été en voyage, j'ai dirigé des missions de l'équateur au cercle polaire. Et ce qui m'a choqué, c'est les processus en cours. Donc je dis aujourd'hui, toutes les populations sont là, mais on est face à des processus en cours dans lesquels on voit que quand les structures traditionnelles des populations s'effondrent, c'est-à-dire que globalement, les visions de l'homme, de la réalité de Sapiens, c'est toujours des visions irrationnelles et mythologiques. Elle nous habite totalement, nous aussi, hein, aujourd'hui. On paye avec des cartes bleues parce que on croit qu'il y a de l'argent. Vraiment, le jour, c'est ce qui s'est passé dans X fois dans X effondrements monétaires. Le jour où on ne croit plus à la monnaie, on finit par payer avec des boîtes remplies de machins et à la fin, on peut plus rien faire. Et on ne peut plus que s'échanger des choses. Donc les systèmes de croyances sont des éléments qui sont fondamentaux chez Sapiens. Et le jour où ils sont tous irrationnels. On n'est pas des créatures rationalisées, pas du tout, y compris nous occidentaux. Et le jour où les systèmes de croyances, en fait, quand des sociétés se rencontrent, c'est deux visions du monde, deux mythologies, c'est des guerres de mythes. C'est la rencontre, l'effondrement des sociétés amérindiennes. C'est pas la supériorité de la poudre et du revolver sur l'arc. C'est pas ça. C'est l'effondrement des structures traditionnelles des populations locales. Et ces effondrements de sociétés, on sait, elles se sont structurées en domino, c'est-à-dire que quand les colons sont arrivés sur la côte ouest des Amériques, elles ont été en contact direct avec des populations d'Indiens Native Americans, je ne sais pas comment on peut les appeler parce qu'il y a plusieurs milliers de cultures là-dedans. Et immédiatement, en fait, tous les équilibres sociaux s'effondrent. C'est-à-dire que traditionnellement, le groupe qui était là au bord de l'océan avait un réseau social avec les populations autour qui était très très riche. On s'échangeait, je t'échange du saumon contre toi, tu vas me donner des pierres, du silex, de la calcédoine, des peaux, ce que tu veux. Et on a un réseau social d'échange et on s'échange pas que des objets, on s'échange les gènes aussi, on bouge. Donc les gens vont d'un groupe à un autre et comme ça, on a des structures sociales très très riches qui se bâtissent. À partir du moment où vous arrivez et vous avez Christophe Colomb avec ses grosses bottes qui arrivent, ou Cortés, on va avoir des échanges commerciaux avec ces populations, on va leur donner des objets qui sont vachement intéressants pour eux parce qu'ils les ont jamais vus. Et eux, ils ont des choses vachement intéressantes pour nous, de l'or, des peaux, voilà, des deux côtés. Là, il y a un gagnant-gagnant. Sauf que dans le gagnant-gagnant, on a la population locale qui, elle, était en réseau avec les autres populations, d'un coup, est en déséquilibre avec les autres populations parce qu'elle, elle a développé des contacts directs avec les gars qui sont en train d'arriver par bateau et qui leur offrent des marchandises que eux seuls peuvent avoir. Et d'un coup, il commence à y avoir des tensions entre les groupes localement. C'est-à-dire que nous aussi, on voudrait commercer directement avec eux. Oui, mais moi, j'échange plus avec toi. De toute façon, maintenant, j'ai les gars qui arrivent en bateau et qui m'apportent tel produit. Et donc, en domino, toutes les structures sociales se déstructurent et s'effondrent sur elles-mêmes. Et souvent, quand les colons sont partis après dans les terres et vers l'ouest, ils ont souvent rencontré des populations qui étaient ou déstabilisées, ou des guerres s'étaient déclenchées, il y avait des populations qui avaient été ravagées. Parce qu'à partir du moment où un groupe commençait à prendre le dessus sur les autres, parce qu'il n'avait plus besoin de ces relations avec tel et tel autre groupe, il disait, OK, je continue à garder des relations parce que j'ai besoin de faire du... Il n'avait plus besoin, ils ont commencé à prendre des territoires, etc. Et quand les colons blancs sont arrivés, ils sont arrivés sur des territoires qui étaient déstructurés, des populations qui s'étaient fait la guerre depuis des décennies. Et ils sont arrivés sur
comment dire, le processus de colonisation s'en est trouvé déroulé, facilité. Et je pense que sur Néandertal, on a certainement ces processus de déstabilisation, mais là, on parle des sociétés. Et on a quelque chose de plus qui va mener à l'extinction de l'humanité. Et là, je pense que pour le comprendre et le verbaliser, on comprendra jamais l'extinction de Néandertal en faisant de la génétique et des datations sur un site où on est les derniers Néandertaliens et les premiers sapiens. Ça, ce qu'on va faire, c'est de la cuisine dans laquelle on dira « Ah, on a le plus vieux machin, le plus récent machin », mais on n'aura pas la structure de ce qui se passe. Et donc, pour comprendre, sans rien vous spoiler, pour comprendre ce qu'est la colonisation de l'Europe et l'extinction de Néandertal, il faut comprendre deux choses. D'abord, il faut comprendre ce qu'était Néandertal et comprendre ce qu'est Sapiens. Et quand on définit ces deux humanités-là dans leur manière d'être au monde, d'un coup, on a toutes les clés pour comprendre ce qui s'est passé. Merci Ludovic Slimak.